Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Éclaireur. Regardez ce que vous avez devant les yeux. Il s'agit pas d'un trucage ni d'un film, mais il s'agit bien d'une personne atteinte de polydactylie. Alors vous vous en doutez bien, il s'agit pas d'un doigt plus courtois que les autres, mais bien de poly pour plusieurs et dactylie, doigt. Autrement dit, les gens qui ont un doigt en plus. Et ce phénomène ne se limite pas seulement aux mains, mais aussi au niveau des pieds avec un ou plusieurs orteils supplémentaires. Et on est d'accord que c'est un peu moins classe que de faire du piano à une main. À moins que vous décidiez de boire votre café avec les pieds. Ce qui est en fait carrément plus classe. Cette vidéo vient des travaux menés par le Dr Burdey de l'Imperial College of London sur une mère et son fils dotés d'un doigt entre le pouce et l'index. Mais le truc de dingue, c'est que ça a pas l'air de les gêner plus que ça. Au contraire, ils ont une plus grande habileté et une dextérité largement supérieure à la nôtre. Ne serait-ce que pour faire ses lacets, manipuler des objets, tourner des pages, et tout ça seulement à une main. Alors perso, quand j'ai vu ça, j'ai pensé tout de suite au film Gattaca de 1997. Si vous l'avez pas vu, allez le voir, mais en gros, c'est un rêve mouillé de généticien. Bref, dans ce film, il y a 7 scènes. Et en voyant cette scène, plus les gens qui, dans notre réalité, ont un doigt en plus, je me suis demandé comment ça se fait qu'ils aient un doigt en plus. Et pourquoi seulement un doigt? Pourquoi pas 2 doigts, 3 doigts ou 15 doigts en plus, quoi? Elle est où la limite? Et surtout, la question que je trouve méga importante, comment fait leur cerveau pour gérer un doigt en plus? Bref, vous allez voir, le voyage risque d'être un poil intriguant. Parce qu'on va pas juste explorer les limites de notre corps, on va aussi pouvoir l'augmenter. Alors, soyons clairs, la polydactylie, c'est une malformation congénitale, c'est-à-dire qu'on la retrouve dès la naissance. Elle concerne 4 à 8 enfants sur 10 000, et dans le cas des pouces fonctionnels en plus, cela concerne seulement un enfant polydactyle sur 7500. Bref, avoir un doigt supplémentaire et en plus qui fonctionne, c'est plutôt rare. Cette malformation provient principalement d'une origine génétique et a tendance à se transmettre de génération en génération. Un des exemples de cette hérédité de la polydactylie a été observé dans le manoir de l'auteur américain Ernest Hemingway, qui contient des générations de chats avec 6 doigts aux pattes avant. Mais la polydactylie ne se limite pas seulement à avoir un doigt en plus fonctionnel. Il en existe tout un tas de formes, tout aussi créatives les unes que les autres. Dans la plupart des cas, on a une augmentation du nombre d'os de la main, avec ou non des phalanges qui se dupliquent ou qui fusionnent. Bref, on peut se retrouver avec des doigts supplémentaires, le plus souvent petits, pas complètement formés, et sans muscles pour les actionner. Il y a même des cas plutôt rares, le cas polydactylie c'est rare, basique c'est encore plus rare, mais il y a un cas super rare de personnes qui ont eu 14 doigts par main et par pied. Du coup, ces doigts, la plupart du temps, ils ne servent à rien et ils ne sont pas très jolis. Du coup, les chirurgiens procèdent à des petites amputations pour retirer tout ça. Comme quoi, la nature, des fois, fait pas forcément bien les choses. Alors, pour comprendre pourquoi les polydactyles ont un doigt en plus, il faut comprendre pourquoi l'être humain n'a que 5 doigts. Ouais, je m'étais jamais posé la question. Pour ça, il faut faire un gros bond dans le passé, il y a à peu près 375 millions d'années, au temps du Dévonien. Alors, on est bien avant les premiers dinosaures, car il s'agit de l'âge des poissons. Du coup, à cette période, il y a tellement d'espèces de poissons qui apparaissent que ça déborde limite des océans. Parmi ces poissons, certains vont sortir de l'eau pour faire un pique-nique. Et bref, ils vont devenir les premiers animaux à marcher sur la terre ferme. Il s'agit donc des premiers tétrapodes, autrement dit les animaux à 4 pattes et plusieurs doigts. Et quand je vous dis plusieurs doigts, je déconne pas, la nature, elle s'est vraiment lâchée sur ce coup-là, Et vas-y que je te donne 6 doigts, 7 doigts, et voire même 8 doigts pour l'Acanthostega, une sorte de grosse salamandre. Et donc, parmi eux, on retrouve notre ancêtre à nous tous, Papy Tiktaalik. Notre papy avait donc 5 doigts à chaque patte. Alors je suis désolé, j'arrête votre vidéo, mais en fait je me suis rendu compte que j'ai fait une petite bourde. Dans le sens où je vous parle de Papy Tiktaalik qui avait 5 doigts. Alors non, le Tiktaalik n'avait pas 5 doigts. C'est son descendant, qui a quelques dizaines de millions d'années dans le futur, s'est mis à avoir 5 doigts. Il s'agit du péderpeste. En fait, cet animal, c'est notre ancêtre commun aux reptiles, aux oiseaux, aux amphibiens et à tout le reste des mammifères. Lorsque notre ancêtre a réussi à s'adapter et à se déplacer sur Terre, et à se reproduire à l'air libre, il avait en fait la particularité d'avoir 5 doigts.
cette caractéristique physique, hein, il l'a conservée du coup dans ses gènes, et il l'a transmis de génération en génération jusqu'à nous. Et justement, c'est ce qu'on va essayer de voir dans le reste de la vidéo, juste ensemble. Donc voilà, je suis désolé, petite correction, c'est fini, je vous laisse profiter de la vidéo. Bisous bisous. Et ça, il y a l'équipe du docteur Kmita de l'Institut de recherche clinique de Montréal qui a réussi à montrer le lien entre génétique et nombre de doigts. En fait, cette équipe a réussi à mettre en lumière des gènes que nous avons en commun avec le poisson, et qui sont responsables chez l'homme de la formation des mains, et chez le poisson de la nageoire. Pour la généticienne, c'est comme si on avait une même boîte à outils à partir de laquelle on fabriquerait différentes structures. Pour fabriquer nos mains, nous allons utiliser dans cette boîte à outils des gènes dits interrupteurs. Ils vont permettre d'allumer d'autres gènes aux extrémités des futures mains pour former les 5 doigts. En gros, ces gènes interrupteurs vont dire il faut former un doigt là, 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 là et là. La chercheuse a donc essayé de voir ce qui se passerait si on enlevait ces gènes interrupteurs chez des embryons de souris. Résultat, en l'absence de ces gènes interrupteurs, on va envoyer des signaux d'activation de la formation des doigts au mauvais endroit. Un de ces signaux est la protéine Sonic Hedgehog, qui permet d'initier la construction des doigts. Et non, elle court pas super vite. L'erreur qui va initier la polydactylie, c'est que cette protéine va être envoyée dans la région du pouce, alors que normalement, elle devrait pas du tout y être. Du coup, ça va initier la formation d'un doigt supplémentaire entre le pouce et l'index. Et c'est grâce à ça que tu peux faire tes lacets tout en tapant un texto. Même ça, Franklin, il sait pas le faire. Bon, au bout d'un moment, et à ce niveau du script, je me suis dit, comment ça se passe au niveau cérébral? Ouais, imaginez, ça serait quand même super cool que nous aussi, on puisse utiliser un doigt supplémentaire. Donc pour ça, il faut comprendre comment fonctionnent les cerveaux des personnes polydactyles. Déjà, je le rappelle, avoir un doigt qui fonctionne, c'est pas quelque chose d'anodin. Parce que dans l'étude du docteur Burdet, ces personnes ont dans leurs mains des nouveaux os, avec des nouveaux muscles, et des nouveaux nerfs pour contrôler leurs doigts. Du coup, si on remonte les nerfs et qu'on arrive au niveau du cerveau, eh bien là, qu'est-ce qui se passe? Heureusement pour mon script, dans cette étude, ils ont observé l'activité du cerveau de ces personnes polydactyles pendant qu'elles utilisaient leurs doigts supplémentaires, grâce à des imageries scanners IRM. L'activité cérébrale au niveau du cortex sensoriomoteur, qui est un bien gros mot pour dire une partie du cerveau qui permet de distinguer les doigts, était un peu plus étendue chez les personnes avec un doigt supplémentaire. Ce qui les a conduits à penser que le contrôle du 6e doigt était bien distinct des 5 autres. Alors du coup, est-ce que ça veut dire qu'ils ont une plus grande case du contrôle des doigts comparé à nous? Ou alors on a la même case, sauf que eux, ils savent utiliser plus de neurones, donc plus d'espace dans la case, pour contrôler leur 6e doigt. Mais là, j'étais au pied du mur. Littéralement. Au final, j'ai directement posé la question au responsable de ces travaux, c'est-à-dire le docteur Burdet du Collège Impérial de Londres. Oui, j'ai fait ça pour vous. Et un peu pour moi. En fait, les personnes polydactyles de cette étude utilisaient probablement une case du cerveau plus étendue que la nôtre. C'est-à-dire qu'ils utilisent sûrement d'autres neurones consacrés uniquement à l'utilisation de ce 6e doigt. Alors sommes-nous condamnés? Condamnés à regarder cette vis B12 tomber au sol, sans pouvoir lâcher cette étagère mal foutue. Condamnés à subir ce nez qui gratte, alors que nos bras sont surchargés de nos précieuses courses. Condamnés à ne pas pouvoir arrêter le chat qui menace de renverser le vase de grand-mamie, alors que bébé vient de s'endormir dans nos bras. Eh bien non, justement, c'est tout le boulot de cette équipe, concevoir, construire et tester des interfaces permettant aux personnes de contrôler des membres artificiels en coordination avec leurs membres naturels. Comme on n'arrête pas de le voir depuis le début, les personnes avec 5 doigts, 2 bras, 2 jambes sont assez limitées pour ce qui est d'utiliser un membre supplémentaire. Alors qu'en vrai, avoir un bras en plus, ça nous permettrait de faire bien plus de choses. Donc les personnes avec 5 doigts auraient besoin de trouver un moyen de combler ce manque cérébral pour contrôler une partie du corps supplémentaire. Eh bien, contrôler une machine qui serait un peu l'extension de notre corps, c'est pas franchement quelque chose de nouveau. Et il y a tellement de choses à dire sur ce sujet que ça mériterait carrément un épisode dédié. Au passage, un petit pouce bleu, une cloche, un abonnement. Cette phrase ne veut rien dire, bref, c'est toujours cool pour la chaîne et ça m'évite de me prostituer. Donc allez-y. C'est cool. C'est bien. Ça m'aide. Au secours. Bref, dans tout ce cosmos de contrôle de membres supplémentaires, ce qui va nous intéresser, c'est de savoir comment le cerveau peut contrôler un membre en plus, un peu comme les polydactyles. Parmi toutes les interfaces cerveau-membre en plus, il en existe une qui pourrait correspondre à nos attentes. Il s'agit de l'interface machine-cerveau dit BMI pour Brain Machine Interface dans la langue de la reine d'Angleterre. Cette interface est déjà non invasive, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de vous planter des électrodes dans le cerveau.
et ça c'est bien. Non, ici, on utilise la technique de l'électroencéphalogramme. En gros, les scientifiques mesurent l'activité électrique du cerveau. Pour cela, ils passent sur la tête des candidats une sorte de bonnet avec des capteurs qui sont là pour mesurer l'activité électrique des différentes aires du cerveau responsables de la planification des mouvements. Une fois que l'ordinateur a compris que telle activité électrique correspond à bouger le bras, serrer la main, etc., les scientifiques vont connecter le candidat avec un bras robotique qui va être contrôlé du coup par ces activités électriques. Et c'est là que la science opère, parce qu'on a demandé à ces candidats d'imaginer de bouger ce bras supplémentaire. Et voilà ce qu'ils ont réussi à faire. Non mais, est-ce que c'est pas un truc de dingue quand même? Alors du coup, est-ce que les expérimentateurs ont utilisé leur cerveau de façon différente? Quelle activité électrique il y a eu dans le cerveau quand on leur a demandé de bouger un bras qu'ils n'ont jamais eu? Eh bien, je sais pas. Non, vraiment, je sais pas, et même la recherche essaie toujours de comprendre. Car là, on fait un peu des photos de l'activité du cerveau, et on essaie de recopier ça pour bouger un autre membre. Mais concrètement, à l'échelle des neurones impliqués dans ce mouvement du bras robot, ça reste encore un peu flou. Mais par contre, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'utiliser un membre supplémentaire sur le long terme, ça peut clairement avoir des effets sur votre cerveau. À l'University College London, une autre équipe a mis au point un pouce robotique imprimé en 3D que l'on attache sur le côté de la main. Le pouce est contrôlé par des capteurs connectés en Wi-Fi placés sur le gros doigt de pied. Actionnez le gros doigt de pied et vous bougerez votre nouveau pouce. Au bout d'un moment, les participants se sont mis à avoir de plus en plus de dextérité et leur habilité a été largement augmentée. Mais la chose la plus impressionnante, c'est que, à force de l'utiliser, les gens ont parfaitement intégré ce doigt en plus à leur geste quotidien. Ce qui veut dire que le cerveau a parfaitement intégré la représentation de ce doigt supplémentaire comme faisant partie d'un de ses propres doigts. Et cet effet, ça s'est physiquement vu dans le cerveau. Après avoir fait des images de scanner de l'activité du cerveau avec ces personnes utilisant ce 6e doigt, ils ont constaté que les aires cérébrales qui permettaient la représentation des 5 autres doigts avaient légèrement diminué. Un peu comme si le cerveau avait fait de la place pour ce doigt supplémentaire. Et ces observations ont permis quand même d'ouvrir la question sur est-ce que notre cerveau serait capable de se réorganiser pour gérer un membre supplémentaire. Mais ce qui est sûr, c'est que l'utilisation d'un membre en plus aura un impact sur le fonctionnement de nos neurones. Et peut-être un jour serons-nous capables d'utiliser plusieurs doigts, voire même plusieurs membres, aussi bien que ces incroyables individus que sont les polydactyles. En attendant, on va se contenter de nos 10 doigts et de nos 2 bras, tout en gardant le cap sur la curiosité. Allez, je vous fais des bisous. À plus.